Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver une fois encore sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le lundi 9 mars 2020, lendemain d'un week-end compliqué pour le Cameroun puisqu'il y a eu Galim, il y a également eu Bamenda. Nous pensons à toutes ces personnes qui ont été victimes de ces attaques à Galim et à Bamenda, Madame, Monsieur, ce matin parce que c'est extrêmement grave la tournure que prennent les événements. On voit très bien que c'est très grave pour les Camerounais qui n'arrivent plus à comprendre ce qui leur arrive. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Mbachou Chalabel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi et bonjour aussi aux téléspectateurs. Avec nous également ce matin, Bombok Bengan Kadji, bonjour. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nouveau visage pour le Cameroun, les maires sont déjà installés. Les priorités commencent. Voilà, on va juger le maçon au pied du mur. Oui, c'est peut-être vrai, mais est-ce que ces maçons-là vont y apporter leurs touches particulières? Vont-ils se conformer aux orientations des partis politiques? Vont-ils s'approcher des élus locaux, notamment puisque pour le conseil des mairies des villes, ils viennent des mairies d'arrondissement? Quelle sera leur orientation mondiale? C'est là la bonne question. Merci. Voilà, les maires des villes qui sont déjà installés au Cameroun. On va également avoir un mot ce matin pour Adamou Damdjouya, docteur Adamou Damdjouya, qui nous a quittés également. On va avoir une pensée pour ce qu'il a apporté pour le Cameroun, notamment son passage au ministère de l'Éducation nationale et la rigueur apportée dans ce ministère qui a, comme vous le savez, porté le Cameroun durant de nombreuses années. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui pensent à Adamou Damdjouya pensent à cet héritage de la morale, de l'éthique qu'il a laissé aux Camerounais. On va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Avec vous, Dominique Audrey-Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Si vous permettez, en une minute, j'aimerais m'adresser ce matin aux parents et aux jeunes qui nous écoutent. J'aimerais dire aux parents qui ont des enfants dans l'âge de l'adolescence de faire très attention aux compagnies de vos enfants. Faites très attention parce que le dehors aujourd'hui au Cameroun n'est pas bon du tout. Et aux jeunes enfants, éloignez-vous le plus possible de la facilité. Rien ne devrait conditionner une quelconque réussite et qu'on ne vous fasse pas miroiter une possible richesse sans travail. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a recueilli un jeune enfant alors qu'il avait 8 ans. C'est un homme qui avait énormément d'argent. Il a recueilli cet enfant-là qui était défavorisé et aujourd'hui, âgé quasiment de 40 ans, ce petit enfant est devenu un avocat. Le monsieur qui a recueilli cet enfant-là avait lui aussi ses enfants qui, avec le temps et les différentes orientations professionnelles, se sont retrouvés à l'étranger où ils ont fondé leurs différentes familles. Aujourd'hui, l'avocat qui est resté avec le père, administre, puisque le père est déjà à un âge assez avancé, il administre un des bâtiments que le père a construit, où il a ouvert son cabinet d'avocat et il y a des locataires en dessous. Donc le papa lui a demandé de gérer le bail, les réfections, lorsqu'il y a un problème. Donc à la fin du mois, il recueille les différents loyers des locataires et il va reverser au père. Sauf que ce qu'il donne au père, c'est lui qui en décide et il décide également de la date qu'il donne au père. Voilà donc les enfants du papa qui sont venus en visite au Cameroun et pendant qu'ils étaient là, il y a un des locataires qui s'est rapproché du papa pour se plaindre de cet administrateur-là qui, malgré les problèmes qu'il a dénoncés dans la maison, n'est pas venu faire des réflexions. Donc, les enfants du père ont décidé donc d'aller voir un peu comment ça se passe puisqu'ils estiment être des héritiers, des potentiels successeurs légitimes de leur père. Et là-bas, il y a plusieurs locataires qui ont dit qu'ils ne traiteront rien avec eux parce qu'on ne le connaît pas, on ne les connaît pas, on connaît juste celui que le papa a désigné. Donc, au sortir de la visite de l'immeuble, ils se sont
ils ont convenu de faire sortir l'avocat parce qu'il se comportait très mal avec le papa qui avait un âge déjà avancé. Et aujourd'hui, l'avocat leur a clairement dit qu'il n'est pas question qu'ils partent de là. Il a travaillé toutes ces années pour leur père et qu'il a le droit, qu'il mérite d'avoir cet immeuble-là en héritage. Le papa dispose de tous les papiers à son nom de cet immeuble-là, mais l'avocat dit aujourd'hui qu'il ne partira pas de là. Donc comment gérer cette situation ce matin? Oui. Comment gérer? Oui. Alors, bon, c'est clair que cet avocat, on doit questionner son comportement. Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi il agit comme ça? A-t-il le droit d'agir ainsi? Quels sont les éléments qui lui permettent de se comporter comme il se comporte? Et évidemment, voir dans quelle mesure on peut régler cette situation pour que l'on n'ait pas à subir des injustices. Donc, comment on appelle ce que fait cet avocat-là? L'ingratitude. C'est un ingrat? Oui, il est ingrat, il est cupide. Il profite du fait que ses frères ne soient pas là pour s'accaparer de tout le patrimoine des enfants légitimes. C'est ça en fait. Il n'y a pas autre mot. On a vu ça. Hein. Il y a ici à Douala, il y a plein de cas comme ça. Il y a Yaoundé, Bafoussam, il y a plein de situations comme ça où papa a pris un des frères. Il a grandi et tout. Pour sa proximité avec lui a fait qu'il a même changé le testament. Bon. Ici, il y a deux situations, deux hypothèses. Soit ces enfants qui sont encore là appellent leur père à tenir un conseil de famille d'abord, en présence de cet avocat. Il clarifie un certain nombre de choses, il clarifie des choses sur le procès verbal et on signifie à tout le monde. Et là, on regarde s'il n'a pas fait un testament, parce que un avocat comme ça, je dirais même que c'est un avocat véreux, parce qu'il verra la situation que papa peut-être un âge avancé et n'a plus tous ses sens pour faire un testament en bonne et due forme. Ils vont commencer à j'allais dire, des atermoiements juridiques interminables. Il y a la deuxième hypothèse, qui celle-là ne trompe pas. Après avoir fait le procès verbal, le père dit tel occupe tel, même si je ne suis pas là. Il procède à l'organisation de sa famille et on fait le ndjik. On fait le ndjik, c'est tout. C'est-à-dire que c'est lui qui ne fait pas, qui n'obéit pas aux injonctions de papa, aux orientations de papa, il meurt. Il meurt, c'est pas compliqué cette histoire. Il meurt. Et je pense que nous devons revenir dans nos orientations traditionnelles, parce que sinon, voilà, j'ai l'impression que ces enfants ont accueilli cet avocat comme leur frère. Donc, ils n'ont pas comme on dit, n'ont pas des idées derrière la tête quand ils sont à l'étranger. Ils se disent que non, on a un frère là qui est avec papa, qui peut-être même c'est lui qu'on appelle généralement. Mais c'est quand même un juriste. Hein. Oui, mais vous pensez qu'il peut dire des choses sans avoir des éléments? D'abord, si vous lisez la charte de Cancan de 1222, vous verrez qu'il est interdit de procéder, d'acquérir quelque chose par des mensonges. Les aînés doivent respect. La classe intermédiaire, donc ceux qui sont les aînés doivent servir de courroie de transmission. Donc, cet avocat-là, il n'est pas en bon droit. C'est lui qui devait savoir que, bon, si le papa peut me donner un pan de son héritage, ce serait bien pour moi. Et je vais d'ailleurs veiller à ce que mon comportement puisse l'amener à me considérer comme son fils et à me mettre dans son testament. Mais il n'a pas à s'accaparer ou à donner des orientations qui lui sont propres dans l'héritage qui ne le concerne pas au premier chef. Il a son père, il a sa mère, peut-être sont décédés très vite, peut-être que son père l'a abandonné, peut-être, bon, on n'est pas entré dans cette histoire, mais toujours est-il que ce papa l'a adopté comme son fils. Et il doit attendre de la magnanimité de ce papa, et les enfants de ce papa, je pense, sont dans le même ordre d'idées. Mais quand on arrive donc à ce cas de cupidité, vous pouvez sortir sans rien du tout. Et justement, c'est pour ça que je dis, s'il a eu à trafiquer des documents, à faire ceci, il n'y a que le ndjik.
Non, on lui donne 9 jours. On lui dit, bon, si vous avez, c'est à vous de voir, vous avez trafiqué quoi que ce soit, vous avez 9 jours pour faire votre mea culpa et qu'on revienne à la normale. Mais si vous entêtez, parce que vous maîtrisez les couloirs de la justice au Cameroun, vous avez les amis partout, d'accord, on verra. Passez 9 jours, ce qui vous arrive, vous arrive. Alors Karine, quelles sont les indications à avoir avec l'histoire de ce matin? Alors, la première indication, c'est que cet avocat trahit son serment. Déjà, on commence par là. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je commence par dire qu'il trahit son serment. Pourquoi? Parce que les fonctions d'un avocat, c'est de travailler avec dignité, de défendre des orphelins, des personnes qui sont dans le besoin, des nécessiteux parfois. Et vous verrez que dans certaines communautés, il y a des avocats qui parfois ne sont même pas payés, mais qui défendent leurs clients, justement parce qu'il y en a certains qui sont parfois des humanitaires. Mais par rapport à cette histoire, je pense qu'on a affaire à un avocat qui est entré quelque part, il a vu le vide, on lui a donné un doigt, il a pris le bras. Et ça se fait souvent, même les huissiers le font. C'est-à-dire que vous concédez à votre huissier un certain nombre de charges par rapport à votre bien et à la fin, il se révèle être plus véreux que n'importe qui d'autre. C'est pourquoi vous voyez que dans certaines familles, on préfère que ça tourne entre les frères, les oncles et que les autres mangent, on dira que oui, c'est resté en famille. Mais ce qui me chagrine même, c'est le fait que cet avocat ait oublié qu'il a affaire à une personne âgée. Et il sait très bien qu'il peut manipuler tout le monde parce qu'il dit qu'il connaît la loi. C'est l'avocat qui connaît la loi, mais c'est lui qui est capable de pervertir la loi. Et c'est là où on se situe. Il pervertit la loi, il impose aux gens une attitude qui est condamnable. Parce qu'en principe, là maintenant, si vous faites un audit de la gestion de ce bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'avocat n'a jamais versé le 10% des revenus de cette bâtisse-là à ce vieillard. Mais comme le vieillard, il n'a pas les moyens pour réclamer. Et si avant, ça lui donnait une somme assez importante, aujourd'hui, il n'a pas les moyens pour réclamer. Il y a quand même ses enfants qui peuvent le faire. Et je pense qu'il faut quand même intenter une action en justice face à cet avocat. Parce qu'ils sont nombreux qui le font et parfois, ils restent impunis parce qu'ils sont protégés. Mais aujourd'hui, je pense que ces enfants-là, aujourd'hui, doivent prendre conscience du fait que leur papa n'est pas en même de gérer, mais ils ont un droit de regard sur les biens de leur père. C'est important. Il ne faut pas... Moi, j'ai vu une maison aujourd'hui qui est tombée en ruine. Un immeuble de près de 30 chambres qui est tombé en ruine. Justement parce que le papa a été à la fois trompé par l'huissier qui gérait avant, à la suite l'a donné à un avocat qui l'a trompé. Au final, il a fini par abandonner parce qu'il est décédé. Et après, sa famille, avec les batailles, n'ont pas pu gérer et la maison est tombée en ruine. Donc, je pense qu'il est temps pour les enfants de remettre cet avocat à sa place et lui dire en fait, c'est son papa qui le paye. Il est leur employé. Ils sont censés défendre les biens de leur père et pas spolier les biens. Parce qu'il est capable de vendre. Et il est capable même de faire des faux papiers qui le mettent héritier ou encore qui disent même qu'il a acheté. Ils sont capables de plein de choses. Et pourtant, à la base, nous on sait que c'est un métier noble. Et aujourd'hui, avec ça, combien de Camerounais pourront alors maintenant aller voir un avocat pour dire que j'ai un problème, je veux que tu me défendes. D'accord. Alors, Chalamel, justement, sur le comportement de l'avocat, on voit très bien que... est-ce que les enfants arrivent un peu tard dans la gestion de cette affaire? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour les enfants de s'y prendre un peu plus tôt dans le droit de regard qu'ils pourraient avoir sur la gestion de ce bien? Monsieur Eric Fopoussi, c'est un problème familial. C'est un problème familial. C'est un enfant qui a été élevé par le père. Les autres sont partis en Europe. Ils sont revenus. Il dit que c'est sa part d'héritage qu'on aura laissé parce qu'il estime que le papa a beaucoup d'autres biens. Donc c'est un problème familial. Lui déjà, dans la filiation, il n'est pas le fils. Il n'est pas le fils de ce monsieur. Il est l'enfant, il est un neveu, il est un cousin.
On nous a dit qu'un détient tous les papiers, donc le papa détient tous les papiers de cette maison. Donc il se base sur quoi? Même s'il y a eu vente, M. Eric Fopoussi, la vente devrait être faite. Lorsqu'on fait la vente, on remet les papiers de la maison. Donc s'il détient encore tous les papiers par devers lui, ça suppose qu'effectivement, ce monsieur, ce n'est qu'un imposteur. Il n'est qu'un imposteur dans l'affaire. Quel que soit ce qu'il aura fait comme papier, il n'est qu'un imposteur. Ce qu'ils ont lieu de faire, c'est faire un conseil de famille où on le décharge avec les locataires, où on le décharge lui, on le décharge de, comment on va dire, de cette fonction de collecteur d'argent de loyer, on le décharge et on lui dit à partir d'aujourd'hui, même tes bureaux, tu ne tiendras plus tes bureaux dans cet immeuble, tu vas devoir te chercher tout simplement ailleurs. Point bas, c'est un problème très simple. Parce que si aujourd'hui les enfants décident qu'il ne reste pas là et qu'on va récupérer ses effets, qu'on jette parce que lui-même ne paye pas, il ne paye pas la location depuis qu'il est là, il ne va pas dire qu'il s'est, je ne sais pas moi, il aurait fabriqué. Donc je crois que c'est un problème assez simple, monsieur, qu'il faut possible. À un moment donné, il faut un peu de violence. Je crois que la violence, il mériterait de l'avoir. C'est tout ça. Non, mais je veux dire, est-ce que les enfants n'auraient pas dû s'y prendre plus vite? Les enfants sont partis en Europe très jeunes, c'est la famille. Oui, mais après... C'est la famille. Justement, eux qui reviennent aujourd'hui, reviennent parce qu'ils veulent déjà savoir qu'est-ce que papa a laissé, comment gérer les affaires de leur père. C'est pour ça qu'ils reviennent. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est pas tard. Non, il n'est jamais c'est tard pas pour tard, ça. monsieur. Moi, je ne soupçonnais pas que... Que C'est il vrai, pouvait faire ce genre de papa geste. pouvait mourir avant qu'il revienne, c'est vrai, mais au moins, ils ne soupçonnaient C'est leur pas frère, que leur ils ont frère grandi allait avoir ce type de comportement. Dominique Audrey. Moi, aujourd'hui, ce père a commis des fautes. Des fautes, parce que lorsqu'on entreprend d'adopter un enfant, il y a un certain nombre de mesures qu'on met autour de soi. La première chose, c'est qu'il n'aurait pas pu adopter cet enfant parce qu'il avait déjà d'autres enfants. Alors que lorsqu'on adopte un enfant, il faut qu'on n'en ait pas soi-même. Et si on n'en a pas, en adoptant un enfant, on ne lui donne pas la possibilité d'avoir accès à notre patrimoine. Mais ici, cet homme-là a pris cet enfant comme le sien. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu avoir des papiers. Attention, il a adopté l'enfant normalement. Bon, il a recueilli, non, il n'a pas adopté. Voilà. Il n'a pas eu de papier qui légalise sa paternité par rapport à cet enfant-là, malheureusement. Mais aujourd'hui, on a des gens là, on dit qui... heureusement, parce que s'il avait adopté avec... Oui, il aurait pu jouer avec... Justice, oui. Mais aussi, je pense que cet homme n'a pas été sur ses gardes parce qu'il s'est dit que lorsqu'on prend un enfant à 8 ans, on a le temps, la possibilité de le façonner, de faire de lui un enfant qu'on veut, à son image, avec l'éducation qu'on lui a donnée. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on aide les gens, ils ont l'impression que c'est une sorte d'obligation parce que une personne qui finance vos études vous a tout donné. Il n'est pas question que vous veniez encore ajouter à cela un regard sur les biens matériels. Vous payez la scolarité. La scolarisation, c'est vous donner la possibilité d'avoir vous aussi le patrimoine que cette personne-là a pu accumuler. Aujourd'hui, ce papa, je ne pense pas que ce soit l'immeuble qui soit son problème. Simplement, c'est l'attitude de cet homme-là parce que le papa a énormément d'argent. Il a beaucoup d'immeubles. C'est l'attitude du fils, de son fils aujourd'hui qui est révoltante. Ça ne lui coûtera rien de lui donner cet immeuble-là. Mais c'est plus la déception d'avoir raté l'éducation de cet enfant-là qui, au final, on se rend compte, ne s'est pas considéré comme son enfant. Parce que si vous considérez quelqu'un comme votre père, s'il a de l'argent, vous lui remettez l'argent et vous lui dites « Papa, j'ai besoin d'argent », il va vous donner parce que c'est votre père. Donc, moi, à ce papa, je lui dirais « Donnez-lui cet immeuble-là ». Il ne fera rien avec. On lui donne. Non. Justement, en même temps, c'est son fils. C'est pour ça que le code de Napoléon va nous tuer tous. Non, il faut revenir aux fondamentaux de nos cultures. Et c'est pour cette raison également que les lois chez nous ne régulent pas la société comme on avait tendance à penser. On avait tendance à penser. Or, un enfant, la maman l'a dit, il sait bien, c'est pas son sang. Mais et quand vous prenez, on fait comment? Je pense que nos juristes doivent commencer à imaginer des procédures de ce genre. Où nous, lorsque vous trouvez un enfant, son papa et sa maman sont morts, sont de la famille, quand vous l'adoptez, vous n'êtes pas obligé d'aller avoir une décision du tribunal qui vous dit c'est votre enfant. Puisque vous connaissez même son héritage. Peut-être si au village on connaît les limites du terrain de son père, on connaît. Donc on encadre cet enfant dans l'esprit
de relever la famille de ses parents. Mais il est hors de question que parce que vous l'avez amené, il vient maintenant se mettre en concurrence avec votre enfant. Et non, les choses qui permettaient de réguler ça, c'est le NDIC, c'est des choses, c'est ça en fait. Parce que là, on ne transige pas ces règles-là. Vous trompez, tant pis. Mais je ou pense une maladie, ou même la mort, ça tout dépendra de quelques décisions. Oui, Karine. C'est lui qui doit demander pardon. Oui, Karine, allez-y. Que ce soit un enfant naturel ou un enfant adopté ou un enfant recueilli, vous n'avez pas le droit que votre papa soit encore vivant, vous venez discuter son bien. Ah voilà, autrui. On ne discute pas le bien de quelqu'un qui est vivant. Karine. Raison pour laquelle les gens laissent des testaments et on ne lit ces testaments que quand ils sont décédés. Absolument. Vous ne pouvez pas avoir votre père. Je dis bien, même si vous êtes son enfant légitime, s'il ne vous dit pas de son vivant que vas-y, débrouille-toi avec ça parce que je vois que tu as un peu plus besoin que les autres, ne vous accrochez pas sur le bien de quelqu'un quand il est vivant. Mais lui, il veut un salaire. Parce que c'est avocat. Il est avocat. Mais on l'a Je envoyé à pense l'école. que Il a payé sa s'il part. est avocat, c'est parce que ce papa a mis de l'argent sur lui. Ce n'est pas Il a une payé obligation sa part. pour ce papa-là de lui donner ses biens. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui parce qu'ils ont situé leurs enfants et tout. Ils donnent les biens aux orphelins, aux orphelinats. Ils font des biens caritatifs, des dons caritatifs et autres de leurs biens. C'est pas forcément que c'est son enfant qui doit en avoir. Il pouvait même être son enfant biologique, naturel et tout, et ne rien avoir. Ça arrive. Parce que quand on vous élève, on essaie d'évaluer les capacités de chacun. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas partager, par exemple comme celui-ci, qui a déjà choisi son bien lorsque la personne est vivante, le papa en décidant peut dire que tu mets trop ton cœur sur la chose des gens, je donne à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que toi. Et il perdra. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de lui donner ça juste parce qu'on veut lui faire plaisir. Il est avocat et je pense qu'il défend des cas. Donc il doit se battre pour avoir ces mêmes immeubles-là et donner aussi à ses enfants. Il va passer son temps à donner l'héritage de son père à ses enfants aussi, lui. Est-ce que l'autre leçon, c'est aussi que on ne doit pas toujours se fier au titre des gens, hein? Oui. Parce que il y a des personnes qui vous alignent des gros titres. Je suis professeur tel, je suis l'avocat tel, je suis magistrat tel. Mais quand vous observez leur comportement au quotidien, vous demandez, Rien à voir, vraiment. vous demandez que mais ces gens-ci, est-ce qu'ils ont le niveau correspondant au titre qu'ils prétendent avoir? Non, c'est quand même terrible. Vous voyez des gens se comporter comme de véritables cervelets. Comment un avocat, sincèrement, c'est incompréhensible. Comment un avocat comme ça peut tenir un tel discours? Ça veut dire qu'il est resté, en fait, dans son esprit, il est resté le petit garçon qui avait 8 ans et qui est arrivé dans une famille, peut-être même que c'était un gars jaloux, quand il regardait ses frères, les enfants de, j'appelle ses frères parce que comme ils ont grandi ensemble, ils sont ses frères. Donc sûrement quand il les regardait, il nourrissait, il produisait de l'envie, il fait de la convoitise, de la jalousie mal placée, et aujourd'hui il se rend compte, malheureusement, qu'est-ce qu'il aurait voulu que l'on fasse, qu'on l'envoie lui aussi en Europe, qu'il a aussi fait des études en Europe lui aussi. Non, ça peut être ça, c'est que peut-être le gars a aussi une frustration. Il aurait souhaité lui aussi aller en Europe. Pourquoi il est resté au Cameroun, se taper le plus dur du boulot? Pourquoi lui, il est resté au Cameroun? Parce que, et c'est ça qui est un danger. Et c'est ça que l'on reproche souvent à certaines personnes. Et s'il pense comme ça, c'est que c'est grave, parce qu'il doit se dire dans son esprit, et là on est en train d'étudier le sujet psychologique, il doit se dire dans son esprit qu'il est resté au Cameroun, il a retroussé les manches, il a été esclavagisé par le père, on l'a envoyé monter et descendre partout, et qu'il est venu pour lui le temps de bénéficier de récolter les fruits de ça. Je dis bien que s'il est avocat et qu'il pense comme ça, sincèrement, il faut s'interroger sur son véritable niveau. Est-ce que quand il allait à l'école, il allait vraiment à l'école? Est-ce qu'il est passé par des moyens de bifurcation pour avoir ses diplômes? Non, mais c'est quand même terrible parce qu'il a un QI très bas. C'est un constat et malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça au Cameroun que vous voyez en apparence sont très respectables, mais lorsque ces personnes-là raisonnent, ouvrent la bouche, vous vous rendez compte que c'est des tonneaux vides, des personnes qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont aucune espérance, aucun vécu, malheureusement, et qui n'ont même pas un honneur à défendre. Là, c'est malheureux. Merci Dominique Audrey pour cette histoire ce matin. On va s'arrêter là, madame, monsieur, et tout de suite transiter avec la colère de Charles Hamel.
Je m'interroge ce jour sur la question de la séparation des pouvoirs dans ce pays. Peut-on dire que le Cameroun vit sous la bannière d'une séparation de pouvoirs? Peut-on dire que l'exécutif est indépendant, le judiciaire est indépendant, le législatif est indépendant? Il est une vérité que l'on devrait se dire en toute franchise. Le système politique camerounais est marqué par une centralisation à outrance qui est cause de paralysie et d'une hypertrophie de l'exécutif qui monopolise l'essentiel du pouvoir d'État. Comment comprendre que nous vivons dans ce pays sous le règne de l'absolutisme où une seule personne tient les rênes de tout? Comment comprendre que l'on ait pensé à tout sauf à la séparation des différents pouvoirs? Comment comprendre qu'une personne détient à lui seul le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire? Peut-on dire qu'avec les pleins pouvoirs concentrés sur une seule personne, nous sommes dans le principe fondamental des démocraties représentatives? Telle peut être la question. Comment comprendre que tout semble être factice dans ce pays? Le pouvoir législatif n'est pas confié à un parlement élu par le peuple, député ou législateur, dont le rôle supposé est de créer les lois ou voter les lois proposées par le pouvoir exécutif après des éventuels amendements. Le pouvoir exécutif n'est pas confié à un gouvernement composé d'un premier ministre et des ministres à la tête duquel se trouve un chef d'État ou de gouvernement. Le pouvoir exécutif n'a pas pour rôle de veiller à l'application des lois votées par le Parlement. Le pouvoir judiciaire, communément appelé troisième pouvoir, n'est pas confié aux magistrats, procureurs et avocats. Pourtant, leur rôle est de trancher tous les litiges dont il est saisi en disant uniquement la loi. Ces trois pouvoirs sont représentés, mais ne fonctionnent pas correctement dans ce pays, peut-on le dire, au regard des multiples sorties des politologues et experts de la question. Comment comprendre qu'il n'existe aucun équilibre permettant que chaque pouvoir limite les pouvoirs de l'autre et un contrôle réciproque permettant qu'un des pouvoirs ne viole pas les droits et les libertés des personnes? Comment ils ne se sont pas rendus compte que si une seule personne ou un groupe restreint de personnes concentre en leur main tous les pouvoirs de l'État, il y aura risque d'abus de pouvoir avec une dictature qui finira par s'installer? Savez-vous que dans le cas du Cameroun, le chef de l'État, le président de la République, est à lui seul le chef de l'État, le chef des forces armées, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et il peut faire modifier la Constitution et les lois à sa convenance. Est le gestionnaire suprême du budget de la République, peut ordonner l'arrêt des poursuites pénales à tous les niveaux de la procédure, peut gracier les condamnés, crée toute institution républicaine et les services publics par lui jugés nécessaires ou utiles, organise et réorganise le gouvernement, jouit de l'immunité, prend des décrets, arrêtés, décisions, selon les circonstances pour nommer mieux réglementés. Il nomme ses propres collaborateurs, le Premier ministre et ses proches collaborateurs, les ministres et assimilés, les secrétaires généraux des ministères et leurs proches collaborateurs, les ambassadeurs, hauts commissaires et leurs collaborateurs, le président et les membres du Conseil constitutionnel, le président, le procureur de la Cour suprême et leurs collaborateurs, les présidents des différentes chambres de la Cour suprême et leurs collaborateurs, les présidents, procureurs des cours d'appel, des tribunaux d'instance et tous leurs collaborateurs, les présidents et les membres du Conseil économique et social, les présidents et les membres du Conseil électoral, le directeur général de Election Cameroun, le président de la CONAC et ses collaborateurs, le président de la NIF, le président et les membres de la Commission nationale du bilinguisme et multiculturalisme, les officiers et les responsables des différents commandements militaires et de la gendarmerie, le délégué général à la Sûreté nationale, le président du conseil d'administration, les recteurs des universités, les proches collaborateurs et les doyens des facultés, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques, les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets et leurs proches collaborateurs, les délégués du gouvernement, maintenant ils sont élus,
30 sénateurs, les huissiers et les notaires. Par ailleurs, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, parce qu'on finit par employer une expression qui nous conduit à ça, ils ont été reconduits. Pourtant, on parle. Et on parle d'une élection. Tous les projets de loi émanent de la présidence de la République. Les chefs traditionnels sont homologués par le Premier ministre ou les autorités administratives selon les cas. Bien que la Constitution dispose que l'Assemblée nationale fixe elle-même ses règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur, la proposition de la dite loi émane toujours de la présidence de la République. Il nomme le président de la Chambre de commerce et le président de la Chambre d'agriculture. Tous les macro-projets de développement, projets actuellement déstructurants, sont déterminés, planifiés et ordonnés par le président de la République. Tellement de pouvoir dont on s'est appelé à se demander, est-ce que finalement, ce n'est pas trop pour un seul homme? N'allons-nous pas conclure que la malchance du Cameroun vient de l'ALCAM, l'Assemblée législative du Cameroun, qui avait octroyé les pleins pouvoirs à Amadou Ahidjo le 29 octobre 1959 et dont nous nous inspirons tout simplement dans cette continuité. La séparation des pouvoirs, c'est pour quand? La question se la pose parce qu'un seul homme ne peut pas tout faire. Un seul homme ne peut pas tout faire, malheureusement. On constate que c'est le cas au Cameroun sur la question de la séparation des pouvoirs. Montesquieu, dans l'esprit des lois, avait déjà théorisé la séparation des pouvoirs. Cette politique de check and balance, de contre-pouvoir qui permet justement que nos institutions puissent marcher à merveille et que personne ne puisse avoir une prééminence sur d'autres. Malheureusement, nous avons compris que le pouvoir exécutif était le pouvoir qui exécuter les autres, exécuter pas au sens que l'on entend, exécuter au sens de leur couper la tête. Nous y sommes en plein et on voit très bien que ça ne gêne personne puisque le pouvoir législatif a déjà abandonné les armes au Cameroun et que le pouvoir judiciaire, lui, n'en a jamais eu au final. Bon, Bengan, comment comprendre cette situation? Comment comprendre qu'au Cameroun, l'on soit toujours à dire qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir? Précisément parce que je veux dire, les puissances administrantes nous ont amenés dans la logique d'indigènes et d'évolués. Et on choisissait parmi les indigènes ceux qu'on pouvait considérer comme les évolués. Et parmi les évolués, ceux à qui on pouvait confier un type de mission. Et ce type de mission, c'est davantage l'obéissance à celui qui t'a nommé. Donc, c'est pour cette raison que, comme l'option était celle d'un régime présidentialiste, il fallait tout donner au président de la République, quitte à lui de voir s'il peut léguer certains pouvoirs ici ou là, s'il peut aménager certaines dispositions pour que on puisse quand même parler malgré le fait que comment vous appelez ça, la communauté des nations, voilà, la communauté des nations, vous avez parlé de communauté universelle ou tout ce que vous appelez là-bas, ce que vous appelez l'Organisation des Nations Unies, puisse donner des orientations qui, en principe, devraient être applicables à tout le monde. Mais on a bien fait également, auprès de cet organe-là, de lui dire que non, voilà, nous nous réunissons là, mais nous avons dit que le pouvoir judiciaire ne doit pas être subordonné à tel, mais acceptons quand même que nous avons des exceptions dans certains pays où il ne faudra pas leur permettre de se déployer comme ils veulent. Et c'est là où on parle maintenant de la notion de souveraineté. Donc, est-ce que la souveraineté, on vous l'octroie en fonction de ces orientations-là, ou alors la souveraineté, c'est celle où vous regardez et vous lisez les aspirations de votre peuple. Voilà dans quelle situation nous nous sommes trouvés. Et dans ces pays-là qui nous ont amenés dans ce chemin cul-de-sac, dans ce traquenard, dans tout ce que vous voulez, je me rappelle les propos de Mitterrand quand il a élu en 81. Il avait son ami de plus de 60 ans, Robert Badinter. Quand il le nomme président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter lui dit, François, permets-moi de ne pas être reconnaissant.
que je puisse travailler. Donc, vous savez un peu ce que ça veut dire. Donc, elle dit que c'est un peu vous qui avez choisi de me nommer à ce poste. Mais je ne vais pas me comporter en ami de Mitterrand. Et bon, si tu veux, tu ne m'appelleras plus Robert, tu ne m'appelleras plus Robert. Moi-même, je ne t'appellerai plus François. Mais là, le président de la République, je suis président du Conseil constitutionnel et j'étais serré ingrat. On pourrait faire cette transposition entre Clément à Tangana et Paul Biya au Cameroun. Je ne pense pas. Je veux dire que on peut faire la transposition pour tirer des conclusions que là-bas, il y a de l'ingratitude et ici, il y a de la reconnaissance. La gratitude. La gratitude, voilà. La gratitude, justement parce que c'est donc à nous, le peuple, de le savoir. De savoir que l'orientation donnée par les puissances administrantes pour le cas du Cameroun et les puissances colonisatrices pour les autres cas, Gabon, Sénégal et autres, nous devons aller prendre les clés de notre indépendance là où ces clés, dans le coffre où on a, on a caché ces clés-là. Aller les cacher. Je pense que Djekam Tchamini a fait une lettre, un post dans les réseaux sociaux la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où il disait, c'est ça la formation. Comment est-ce que nous avons la possibilité? Nous avons d'abord conscience que c'est nous qui avons le pouvoir. Est-ce que nous avons conscience que si nous avons le pouvoir, nous pouvons donner une orientation à la gestion de ce pouvoir-là? En fait, c'est cette conscience citoyenne-là qui nous manque. Nous avons toujours envie de dire, mais est-ce que le chef de l'État va encore faire quoi? Regardez les maires. Et justement, la collègue de Charles Hamel vient d'ailleurs à propos. Au lieu de voir que, on vous dit, les aspirations populaires, on vient renforcer le pouvoir des préfets et des gouverneurs. Donc, les maires qui sont là et les autres, ils ne peuvent rien faire si le préfet ne valide pas. C'est comme si le préfet devait valider l'institution. Il en sera de même sur les conseils régionaux qui seront après. Je pense qu'on prépare déjà les élections. Donc, si le gouverneur qui représente l'État, le chef de l'État ne le dit pas, vous n'allez rien faire. Or, voilà une autre entourloupe. Le gouverneur est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. Mais lui représente le président de la République. Alors que ce n'est pas le Premier ministre qui l'installe. S'il représentait le président de la République, il devait avoir une ligne directe avec le président de la République, à la limite avec le Premier ministre directement. Et le Premier ministre vient l'installer. Il en est de même du préfet et du sous-préfet. Mais voilà les délégués du ministère de l'administration territoriale, mais qui sont supérieurs aux autres délégués. Au point donc, les choses c'est très compliqué, ces histoires-là. Mais il faudrait que les Camerounais se rendent compte que nous sommes bloqués. Et justement, nous n'arrivons pas à nous épanouir parce que nous sommes bloqués. Enlevons donc les verrous. Tout à fait. D'ailleurs, tous les spécialistes du droit constitutionnel vous le disent. Lorsqu'ils lisent la constitution du Cameroun, ils arrivent à une seule conclusion, c'est que le président de la République a des pouvoirs exorbitants, a des pouvoirs trop prépondérants. C'est-à-dire qu'il nomme partout et pour tout. Il est au début et au commencement de toutes les institutions de la République. Vous vous demandez, mais à quel... Il y a aucun élément, il n'y a aucune strate de cette République qui échappe au chef de l'État, malheureusement. Et c'est où on se retrouve. Parce qu'on voit dans d'autres pays que lorsqu'on parle de politique de check and balance, ça veut dire que le législatif a la capacité de faire pression sur le pouvoir exécutif, même s'ils sont du même camp politique. Absolument. C'est-à-dire que ne pensons pas seulement que c'est possible lorsqu'ils ne sont pas du même bord politique. Même s'ils sont du même bord politique, il y a quand même la crainte qu'il faut négocier. Mais avec Robert Badinter, c'était ça, non? Vous m'avez même rappelé quelque chose, si vous permettez, en une seconde. C'est-à-dire que ici, le législatif a même laissé à l'exécutif de piétiner la loi que lui l'a votée. Vous vous rendez compte, on vient modifier la Constitution en avril 2008. Effectivement, l'article 63 notamment. Mais effectivement, l'article 67 de la même Constitution dit, en l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale peut continuer. Tout comme la même Constitution vous dit, en l'absence du Conseil constitutionnel, la Cour suprême peut. Mais regardez ce qui se passe. Le chef de l'État envoie un projet de modification de la Constitution à l'Assemblée nationale. On dit bien que
le Parlement doit se réunir en congrès. Il ne se réunit pas en congrès. Mais pour laisser la possibilité à l'Assemblée nationale, parce que le Sénat n'existait pas, il fallait que l'Assemblée nationale elle-même dise, comme le disait la Cour suprême, aujourd'hui nous sommes réunis en congrès pour procéder à la modification de la Constitution. Mais personne n'a vu ça et on l'a laissé. L'exécutif nous piétiner. Donc l'exécutif vient faire un coup d'État et on valide le coup d'État. Alors qu'à ce moment-là, le projet de modification de la Constitution devait plutôt être soumis au référendum. D'accord. Dominique Audrey, votre commentaire là-dessus? Les pays dans le monde qui ont pu faire le distinguo entre ces trois pouvoirs, on peut dire que ce sont des pays qui sont démocratiques. Au Cameroun, malheureusement aujourd'hui, si vous vous retrouvez face à un député devant la justice, vous avez de fortes chances de ne même pas vous présenter parce que précédemment dans votre tête, vous vous dites qu'il n'y a pas de chance que vous puissiez gagner votre procès. Pourquoi? Parce que le judiciaire semble malheureusement et à première vue être sous la botte, je veux dire assujetti aux autres pouvoirs. Pourtant, les pays où la justice est indépendante, on a des citoyens qui ont la garantie d'avoir leur liberté respectée, d'avoir leurs droits respectés. Un système judiciaire qui est inflexible face aux différents pouvoirs, c'est ça l'objectif d'un pays qui veut avoir un développement durable, un développement sur le long terme. Et malheureusement, on ne peut pas dire que c'est le cas au Cameroun. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir des pouvoirs qui sont séparés, qui sont indépendants, on est dans une dictature. Karine Santia. Adama Moudi en a fait le faire. Je pense que quand on arrivera à voter les procureurs de la République dans les régions, on pourra commencer à parler de la liberté du pouvoir judiciaire. Attends, un instant. Ça, c'est dans le projet le pouvoir judiciaire vous dit qu'il veut qu'on vote leur... voilà. Ils disent que... Est-ce que quand on arrivera à le faire, quand on arrivera à le faire, on aura il faut d'abord que ceux qui sont intéressés vous disent que nous voulons qu'on... Ils n'ont même pas le droit d'avoir un syndicat. Bon. Oui, c'est ça, je dis. On les confine donc dans cette situation-là. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est que dans notre pays, il y a quand même on a tellement de faits qui nécessitent la parole ou la prise en compte ou encore l'encadrement, la prise en charge du procureur de la République. Mais la plupart du temps, on ne le voit pas. Et moi, je me rappelle, parce que peut-être que je vis trop dans les films, je vois parfois dans les films ailleurs comment est-ce que lorsqu'on dit qu'il y a eu kidnapping ou alors on a trouvé un cadavre quelque part, le procureur de la République fait un discours pour rassurer les populations et vous dire qu'il y a une enquête qui est menée. Au fur et à mesure, le procureur fait des conférences pour donner l'état de l'enquête. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les procureurs ne travaillent pas pour nous. Ils ne travaillent pas pour le peuple ou encore pour les citoyens. Ils travaillent pour l'État. Raison pour laquelle tout ce qui peut protéger l'État, c'est ça qu'ils s'intéressent. Vous avez vu le cas de cette cette jeune femme dont sa maman a porté plainte pour viol à Bonamoussadi là-bas. Et ce qui s'est passé avec le procureur, j'aimerais vous passer le détail. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et de jugement de compte. Sauf que pendant une procédure en justice, le chef de l'État peut décider d'annuler la poursuite et de libérer les personnes qui sont gardées à vue pendant tout ce temps. C'est une procédure en cours et pourtant on nous dit en fait que lorsque les procédures sont en cours, on attend qu'elles terminent. Maintenant, si elles terminent en défaveur de la personne qui est poursuivie, là l'État peut maintenant décider si on donne une grâce ou pas. Dans notre pays, ce n'est pas trop ça, selon ce que nous voyons. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'on nous a enseigné que le pouvoir exécutif doit faire exécuter les lois et proposer des projets de loi. On nous a enseigné que le Parlement doit faire les lois et les propositions de loi. Ce qu'on nous a enseigné, c'est que le judiciaire contrôle l'application des lois et sanctionne en cas de leur non-respect. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que s'il s'agit d'une personne lambda qui n'a pas de relation, qui n'a pas de contact ou qui n'a pas d'argent,
le pouvoir judiciaire va bien s'appliquer sur cette personne. Mais si vous avez des relations, vous allez voir votre bourreau dans la rue se balader et même vous faire des menaces. C'est de ça qu'il est question dans notre pays. Est-ce qu'on peut parler de l'indépendance d'un pouvoir sur les autres? Peut-être oui. Le pouvoir exécutif, moi je me dis qu'il est indépendant, il est suprême, il est au-dessus de tous les autres pouvoirs, raison pour laquelle même au niveau du législatif, tous les discours commencent par le discours de l'exécutif. C'est-à-dire on cite d'abord celui qui fait avant de faire des discours. Raison pour laquelle vous voyez que même dans notre Parlement, parfois vous avez l'impression que les lois qu'on a votées ne représentent en rien le vécu des Camerounais ou encore le besoin des Camerounais. Alors, on va terminer avec votre commentaire, Chalamel, ce matin. Il faudrait dire que certaines personnes sont allées, M. Eric Fopoussi, à nous dire que nous sommes dans un système politique camerounais personnaliste à tendance monarchique. Et ça, nous le détenons depuis le 29 octobre 1959, lorsque Paris, comme on avait dit à cette époque, ou comme l'avait dit le prince Daniel Kémajo, avait imposé à l'Assemblée législative d'accorder les pleins pouvoirs idiots afin qu'il puisse, M. Eric Fopoussi, atomiser, entre guillemets, expression employée à cette époque, le terrorisme développé par le maquis. On voit bien là où ça nous a conduit, on voit bien comment les principaux acteurs, M. Eric Fopoussi, dont le prince Kémajou, député lui-même à l'époque, avait fini. Les règles sont simples dans une démocratie. Le législatif, qui est un rôle dévolu à l'Assemblée, édicte les règles. Ils édictent les règles au vu du comportement, au vu de leurs différentes applications de la société. L'exécutif tenu par le gouvernement exécute littéralement les dites règles. Ce n'est pas de leur... Ils exécutent. Le législatif concilie, sanctionne et règle les litiges. Mais, M. Eric Fopoussi, force est de constater que on a le chef suprême des armées, le chef suprême de pratiquement tout, qui est le chef de l'État. C'est à ce niveau que tout se régule. Raison pour laquelle la représentation de tous les ministères de la République sont au palais de l'unité, M. Eric Fopoussi, où un ensemble de choses sont décidées là-bas avant que ça arrive. Vous avez, M. Eric Fopoussi, dans ce pays, le dynamisme et l'esprit d'initiative parlementaire qui n'existe pas. Comment est-ce qu'un député va procéder au contrôle de l'action gouvernementale quand lui-même est assujetti par les 10 ministres qui lui donnent des marchés, qui lui donnent des chantiers, qui lui donnent la construction des routes, la construction des bâtiments, des marchés plus de fourniture? Comment voulez-vous qu'il descende et il va contrôler ce ministre? Impossible. Le contrôle de l'action gouvernementale est biaisé dans ce pays. Premier point. Deuxième point, M. Eric Fopoussi. On ne peut pas parler de séparation de pouvoir lorsque les questions orales, et là je vais vous surprendre, savez-vous que les questions orales sont adressées au ministre des semaines avant? Le ministre se prépare, sachant quelles sont les questions, il a déjà le questionnaire. Il prépare les réponses avant d'arriver à l'Assemblée nationale. On va te poser telle question, telle question, telle question. Regardez l'Assemblée française. Regardez comment ça se passe à l'Assemblée française. Lorsqu'il arrive, il sait déjà d'office qu'il a perdu tous ses pouvoirs. Parce qu'il est là devant le peuple. Vous voyez les questions qu'on donne à un ministre. On dit, monsieur, vous ne répondez pas à la question. Nous entendons les comptes. Il transpire. Mais chez nous, c'est des gars qui arrivent très élégamment, bien parfumés, parce qu'ils viennent rencontrer des gars qui ont déjà reçu les questionnaires. Ils vont discuter. Il n'y a pas, monsieur Eric Fopoussi, séparation de pouvoir. Au contraire, il y a imbrication. Tout cela parce que c'est fissuré, c'est tenu par une seule personne. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie d'éclater. Il est temps qu'on travaille sur la question de la séparation de pouvoir pour permettre à un juge d'être sur le terrain, à un procureur d'être sur le terrain. On a vu le cas de Monseigneur, du révérend Père Vin. On a vu le cas de Monseigneur Yves Plumet. On a vu le cas de Monseigneur Mbala. On a eu le cas de la jeune fille Kouma Tekel. On a eu le cas de Vanessa Tchatou. En aucun moment, on a vu sur le terrain un procureur de la République descendre et venir, ne serait-ce que paraître. Ne serait-ce que paraître ou figurer pour qu'on puisse prendre compte. À quel moment peut-on dire que la justice est indépendante? À quel moment on peut dire que l'exécutif? Autant de questions. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous. Nous sommes de retour dans un instant.
Retour sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le zénith de ce lundi 9 mars 2020. Karine Sontia, c'est à vous. De nos jours, les intellectuels se servent de leur savoir pour tromper, extorquer, violer les droits des autres. Le policier, l'avocat, le professeur, le journaliste, chacun dans son domaine fait de la manipulation intellectuelle. Ils usent de leur statut professionnel pour faire du faux. La morale a foutu le camp. Emmanuel Youmsi depuis Kribi. Alors, beaucoup de courage. Tous les autres pouvoirs en dehors de l'exécutif sont des pouvoirs fictifs. C'est comme si on te donnait un nid sans oiseau. Au XXIe siècle, dans un pays sérieux, on ne fait pas de motion de soutien à un être humain. Rien que ça, c'est la preuve que nous avons du chemin. Mais il y a un temps pour chaque chose, dit la Bible. Gaël Temgue qui nous écrit ce matin. Par rapport à l'histoire du jour, je trouve que vous avez tout dit. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, sommes trop bizarres. On se dit qu'on a droit à tout et pourtant l'éducation est déjà tout. Apprenons aussi à dire merci à nos parents parce qu'ils ont payé notre école. C'est pas du tout facile. Cet avocat ne fera rien avec le bien qu'il réclame parce que pour ma part, quand tu ne souffres pas pour avoir quelque chose, tu ne connais pas sa vraie valeur et tu gaspilles. Maupois depuis Dakar. D'accord. On va basculer tout de suite dans la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle ce matin de Galim et de Bamenda, 35e édition de la Journée internationale de la femme, le 7 mars, samedi. D'abord, vers 19h30, près de 50 assaillants ont attaqué les sites de la brigade territoriale de gendarmerie et de postes de sécurité et ont fait plusieurs morts et des blessés. À Bamenda aussi, le 8 mars, une explosion télécommandée à distance a fait 1 mort côté militaire, 7 blessés, dont 4 militaires, 2 policiers et 1 civil. Le gouvernement camerounais adresse ses condoléances aux familles des personnes décédées, mais surtout critique l'inopération ou encore l'absence des organismes internationaux sur ces faits. Bombok Bengan Kanje, ma question elle est simple. Doit-on réduire le débat autour de ces événements sur l'unique phrase de demander aux sécessionnistes de déposer les armes? Non. Parce que c'est le reproche qu'on nous fait. On nous fait le reproche de ne pas demander aux sécessionnistes de déposer les armes. Non, il y en a même qui vont plus loin, que le fait de ne pas le dire veut dire qu'on les soutient. Et pourtant, nous disons dès le premier jour que l'administration coloniale a scindé le Cameroun, que la petite portion de terrain qui nous reste aujourd'hui ne nous suffit même pas. Et il est inadmissible, inacceptable que des Camerounais se lèvent pour dire qu'il va encore prendre quelques centimètres carrés et en faire un autre État. On le dit haut et fort depuis le déclenchement de cette histoire. Mais sauf que ces Camerounais, je leur dis, ils vont continuer à nous insulter, mais on ne changera pas d'avis. On ne changera pas d'avis. Ce problème, on le connaît. Pourquoi quand on connaît le problème, on ne le résout pas? On ne le résout pas. Si vous rentrez le soir à la maison, votre enfant vous dit, papa, j'ai mal au pied, la cheville me fait mal. Au lieu de regarder si la cheville fait mal, peut-être même un Simon Obsik ou bien un truc là, ou peut-être même un simple massage avec les glaces peut ramener l'enfant le lendemain. Le lendemain, vous sortez, vous oubliez même que l'enfant vous a dit hier qu'il avait mal au pied. Vous rentrez, 2 jours après, l'enfant va comment? Voilà comment l'enfant va évoluer dans son raisonnement. Il va dire à sa mère, maman, dis-moi, est-ce que papa m'aime? C'est mon père. C'est vraiment Après, il va dire, est-ce que c'est même mon père? Mais je veux dire, le mal va s'accentuer. Au lieu d'un Simon Obsik, comme on appelle au quartier de 100 francs, vous allez vous retrouver devant le chirurgien. Peut-être que, je ne sais pas, les veines, les artères vont commencer à enfler, le pus va s'installer, et voilà, vous allez vous retrouver en chirurgie. Ce qui vous aurait coûté peut-être seulement une assistance ou 100 francs CFA, va vous amener à mobiliser 500 000 francs. Parce que là, on sera obligé d'appeler l'anesthésiste, on sera obligé de mobiliser toute une équipe médicale
pour quelque chose qu'on aurait dû résoudre. Peut-être même que ses frères n'auraient même pas senti que bon, leur frère ou leur soeur avait vraiment senti mal parce que papa s'y est intéressé. C'est tout. Donc, et au moment où vous le faites, vous brisez et l'amour avec votre enfant. Et si elle arrive, je dis que ça peut être le cas, que peut-être madame avait même triché. Elle va se dire que mais cet enfant-ci, les enfants d'aujourd'hui, qui lui dit même que... Bon, vous voyez, et si ça arrive aux yeux du père, voilà, vous verrez que le papa, il va se mettre à poser le problème de l'infidélité de sa femme. Alors que c'est la cheville de l'enfant qui fait mal depuis 2 semaines. Vous allez donc trouver que toute la famille peut être dans une situation de dislocation, précisément parce que vous n'avez pas su apporter l'amour à votre enfant qui vous dit « Papa, j'ai mal aux pieds ». C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, et ce parent-là, on va le condamner. On va le condamner parce qu'il est un parent irresponsable. Donc, c'est ce qui nous arrive. Dans cette affaire, le parent, c'est qui? C'est Paul Biya. On ne peut pas le nier. Parce qu'en fait, quand il résolvait ce problème sans qu'il y ait un goutte de sang, il y a quelqu'un qui était son rapporteur, le rapporteur de la commission, qui est venu, lui a dit « Excellence, en 79, vous et moi, nous avons dit qu'il y avait la question anglophone. Pourquoi aujourd'hui vous dites qu'il n'y a pas de question anglophone, alors que nous l'avons reconnu en 79 ?» Allons, c'est vous et moi qui avons rédigé. David Abou-Machoyi. Oui, allons, c'est vous, allons résoudre le problème. Il dit non, ce n'est pas possible. Mais parce que les gens veulent aussi, ça aussi, j'ai eu ça ce week-end. Moi-même, on m'a pris presque un sandwich. Parce que j'ai dit, mais je veux comparer l'armée. J'ai dit non. Si en fait on engage une guerre, l'armée camerounaise va écraser. Mais est-ce que c'est ça le problème? Moi, j'apprécie le comportement de l'armée, bien qu'il perde les gens et tout, parce que ce sont nos enfants de part et d'autre. Mais c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas qu'ils se battent. Nous n'avons pas tenu le même langage contre Boko Haram. Parce que là-bas, c'était... Ici, nous sommes entre les enfants d'un même père et d'une même mère. Pourquoi vous ne pouvez pas, on dit, poser les machettes et discutons. En Afrique, il n'y a pas 2 personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas encore causé. Donc, on s'entête. Voilà comment ça va, j'allais dire, s'intensifier. Sauf que le gouvernement estime avoir déjà parlé. Non, lui-même, le gouvernement, il sait qu'il n'a pas encore parlé. Le gouvernement dit qu'il a organisé le grand dialogue national. Il ne l'a pas fait. Et que ça suffit. Non. Il a dit problème anglophone plus d'autres problèmes. Ça veut dire qu'en venant, il devait avoir un atelier. On dit question anglophone. Dans l'atelier où on devait faire on vous dit, on va regarder tout ça dans un atelier qu'on appelle décentralisation et tout ce que vous appelez développement local et tout ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Puisque le problème, le Grand Nord est sahélien. Le Grand Sud, par exemple, ici, nous sommes équatoriales, zone équatoriale. Ils ont des problèmes spécifiques. Nous pouvons aussi avoir un problème spécifique pour la zone sahélienne. Nous pouvons avoir un statut particulier pour la zone équatoriale. Nous pouvons même dans la zone équatoriale avoir un statut spécifique pour la zone littorale. Donc le Cameroun va vivre par des statuts particuliers comme ça? Non. Nous devons liquider l'héritage colonial que nous avons. Quand on le liquide avec ça, et maintenant on revient nous-mêmes, on regarde, on essaie de voir. Et comme ils disent que c'est un processus, ce qui est normal, c'est un processus, à ce niveau, on leur dit, bon, d'accord, vous êtes habitués à élire vos gouverneurs, vous êtes habitués à... Donc, dans un processus de 5 ans, de 10 ans, vous allez expérimenter ça. Voilà, nous sommes ici. Et comment vous allez donc avoir avec le système éducatif? Nous avons 2 systèmes éducatifs. On les harmonise pas. Mais on a dit qu'on ne les harmonise pas. Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème particulier. D'accord. Nous avons 2 systèmes judiciaires. On les harmonise pas. On ne les a pas harmonisés. Ça veut dire qu'il y a un problème particulier. Il faut donc que sur le plan politique, on y apporte, et administratif, il y ait un statut véritablement particulier qui soit différent des autres. Mais en discutant avec ceux qui ont pris les armes contre la République. D'accord. Alors, Charles Hamel, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on nous fait le reproche, et le reproche est de plus en plus entendu, est de plus en plus fort, le volume monte, pour reprendre ici quelque chose qui est de plus en plus utilisé.
on nous reproche de ne pas demander aux sécessionnistes de déposer les armes. Est-ce qu'on doit réduire le débat sur la crise anglophone à qui ou pas qui, ou à qui, ou bien qui a demandé ou pas de déposer les armes à qui ou à l'autre? Comment on peut dire ça? Ou à qui? Voilà, permettez-moi ça. Oui, ou à qui? Lorsque vous avez un impact, vous faites un accident, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Lorsqu'on vous immobilise pour une semaine, vous commencez par changer de teint. Vous changez de teint. Si vous êtes clair comme vous l'êtes, vous commencez à noircir. Raison pour laquelle vous aurez des voisins qui, en passant, vont vous poser la question, mais tu es malade, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sera à vous d'expliquer ce que vous avez eu. Un problème dans une famille ne se résout pas avec les enfants du chef de famille. Il se résout avec tous les enfants de la famille jusqu'aux cousins éloignés, monsieur Rifopoussi. On appelle tout le monde parce qu'un seul mot peut aider à ouvrir, à régler une situation. Il y a certaines personnes qui ont choisi de dire « nous nous inscrivons dans la logique du gouvernement, par conséquent nous ne parlons pas ». Il y a d'autres qui ont choisi de dire nous nous arrêtons à rendre compte des faits, ce qui se passe en temps et en heure, pour permettre à ceux-là qui sont dans le camp d'en face, qui ne voient pas suffisamment les réalités, de les voir et d'en prendre des mesures et des conséquences qui se posent, monsieur Rifopoussi. Dire ou ne pas dire ne dépend pas de nous. Vous le savez, ça ne dépend pas de nous, monsieur Eric Fopoussi. Il est une chose, parmi nous, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui sont rentrés ce week-end, qui étaient à des deuils, monsieur Eric Fopoussi, qui sont revenus dans cette zone plus traumatisés qu'ils ne l'ont été de toute leur vie, parce qu'ils ont eu à voir ce qu'ils entendaient jusqu'ici à Douala, ils ont eu à goûter cela de leurs propres yeux. Donc je pense que c'est un devoir noble que de rendre compte des faits, rien que des faits, monsieur Eric Fopoussi, et de dire, voici la situation. Nous n'allons pas nous contenter, peut-être moi, je ne vais pas me contenter de dire baisser les armes. Je n'ai pas besoin de dire baisser les armes, mais j'ai besoin de dire régler cette situation. Réglons cette situation. Il est plus qu'impératif de régler la situation. Dire à un camp, baisse les armes, ce n'est pas régler le problème, monsieur Rifopoussi. On va baisser, vous vous rappelez que pendant la Première Guerre mondiale, le 25 décembre, pendant la Première Guerre mondiale, on a arrêté monsieur Rifopoussi de tirer. Les gens traversaient pour aller manger avec les insurgés, les deux côtés, les camps militaires, ils prenaient même pour ravitailler les autres. Mais le 26 au matin, la guerre a repris. Donc on va dire baisser les armes. Vous allez baisser les armes, ensuite, après quoi? Il faut qu'on règle. Voilà le message que nous tenons, monsieur Rifopoussi, et je m'en tiens à ça. Je voulais dire que la situation qu'on a vécue ce week-end à Galim et tout a posé un problème. Le premier problème, c'est les effectifs dans les commissariats et dans les brigades de police, monsieur Rifopoussi. Ils sont combien dans les régions qui assurent la garde? Je vous ai pris le cas d'une zone que je connais très bien, la zone de Bazou, monsieur Rifopoussi, où vous avez 2 ou 3 agents. 3 agents qui sont tout autour du commandant. C'est les gars de la prison secondaire, peut-être de Bazou, qui viennent à des moments renforcer. Vous avez d'autres zones où il n'y a qu'un, 2, 3 éléments, ou 2 éléments, monsieur Rifopoussi. Ça arrive à quel moment? En plein délestage. Ça prouve que nous sommes dans un pays, monsieur Rifopoussi, où le délestage, je prends le cas de Galim, je suis d'abord avec Galim, c'est en plein délestage. Donc les gars ont étudié le système en sachant que ici, tel jour, à telle heure, on coupe. Parce que Néo habitué ça à beaucoup de quartiers, on vous suspend à 18h, ça devient 1h, 2h, donnant tout le temps nécessaire à tous les braqueurs, les bandits et les agresseurs, les violeurs des quartiers à sortir, à poser leurs besoins, parce qu'ils savent qu'ils vont fondre dans la nature, monsieur Rifopoussi. Donc on s'est retrouvé à Galim avec une coupure de courant. Est-ce qu'il devait être dans une coupure de courant? Est-ce que la brigade devait être délestée de l'énergie dans une zone névralgique? Ou est-ce que le commissariat devait être délesté? Autant de questions que tout le monde est appelé à se poser, monsieur Rifopoussi. Donc, lorsqu'on a essayé d'avoir des réponses à ces 2 actes, on comprend que dans toutes les zones partant de Batibo, jusqu'à toutes les zones frontalières, je dis bien, toute la zone de Ouin du Nord-Ouest, lorsqu'il y a des événements comme cela, en souvenir de Marcel Namata Nditen, qu'on a enlevé en pleine préparation de la cérémonie du 11 février, vous vous rappelez, du sous-préfet, on renforce quand même les différentes zones. Pareil pour Bamenda, monsieur Rifopoussi, on devait renforcer littéralement
Est-ce que c'est ce qui a été fait? Il y a des gens qui passent. Moi, j'ai eu à le voir ici à Baraboya, à M. Fopoussi, avant la célébration d'un événement. 2 semaines avant, il y a des équipes qui passent le matin, à midi, le soir. Le matin, à midi, le soir, pour sécuriser la zone. Est-ce qu'il y a une légère négligence? Est-ce qu'ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas frapper? Là, je ne peux que déplorer une seule chose. Toutes ces vies humaines qui ne cessent de tomber, tous ces morts de trop, M. Eric Fopoussi, quand on évalue au compteur, c'est beaucoup. Si eux, ils n'ont pas pitié, si eux, ils n'ont pas mal, nous, on a mal de perdre. Et ils demandent que nous demandions aux sécessionnistes de déposer les armes. Que lorsqu'ils auront déposé les armes, la situation sera réglée. Aussi simple que ça. Dominique Audrey. Mais il y a quand même un peu de cynisme hein, dans la façon. Vous savez, il y a un cynisme terrible dans cette affaire. Faisons-le. Oui. Chers ambazoniens, déposez les armes. On va vous dire que c'est facile. C'est fait. Ils ont déposé. Il suffit que Oyengelek le dise pour qu'il le fasse. Moi, je suis dérangée quand vous dites qu'ils estiment qu'ils ont fait le dialogue et tout, et que ça suffit. On a déjà fait le dialogue, monsieur Fopoussi. Combien de fois est-ce qu'on a injecté de l'argent dans Camerco? On met, ça fait faillite. On en met encore, ça fait faillite. Donc, c'est plus facile de mettre de l'argent pour un truc qui ne rapporte pas que de s'asseoir pour parler sur les vies des gens. On se fatigue quand il faut s'asseoir pour parler et sauver des vies. Mais on peut facilement mettre de l'argent encore et encore dans une histoire qui ne sert à rien. C'est trop facile comme ça. Imelda et Maeva, ce sont les 2 prénoms que j'ai retenus des 2 jeunes femmes qui sont mortes dans ce commissariat-là. Si vous avez vu les images de ces enfants, vraiment, comment on fait pour consoler les parents de ces femmes-là? Comment on fait, monsieur Fopoussi? Et c'est donc pour ça que le boycott de cette histoire de 8 mars trouve son sens dans la participation des femmes à dire non, stop, ce sont des femmes et des enfants qui meurent tous les jours. J'en ai tellement pleuré hier par rapport à ces femmes-là, monsieur Fopoussi. Le gouvernement, je ne sais pas ce qu'on peut faire, je ne sais pas ce qu'on peut donner pour qu'on arrête de tuer des gens. Non, mais le gouvernement a dit, je ne sais pas si on se comprend, hein, ou peut-être qu'on ne se comprend pas. Le gouvernement estime que, pour lui, c'est ça aussi la démocratie, hein, c'est que chacun décide de comment il veut. Le gouvernement a dit que pour régler la crise anglophone, il va envoyer l'armée là-bas, tuer ceux qui ont pris les armes. Voilà, ce gouvernement est clair. Le gouvernement a pris l'option. D'autres personnes ont estimé que cette solution n'est pas bonne. C'est la démocratie. Chacun essaie de dire, bon, moi, pour résoudre un problème, je gonfle mes muscles et je vais bagarrer. L'autre dit que non, vraiment pas. J'ai la force de bagarrer, mais est-ce qu'on peut discuter, tchatcher un peu pour voir si on peut s'entendre sur 2-3 choses? C'est ça la vie. C'est comme ça, c'est ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Et donc le gouvernement nous dit que son option qu'il a choisie, nous devons le soutenir dans cette option-là. L'aider à demander aux sécessionnistes de déposer les armes. Aussi simple que ça. Ça veut dire que dès qu'on aura dit ça, et c'est appréciable ce que vous avez fait tout à l'heure, Dominique Audrey, de dire, ok, chers séparatistes ambazoniens, déposez les armes. What's next? Il faut dire ça en péding, s'il te plaît. What's next? Dis ça en péding. What's next? Drop the guns. Ok. Ça, c'est l'anglais, ça. Ah, mais quand ils disent comme Put ça, your guns down. Stop killing our brothers and sisters. But Okay. now we are waiting for the reaction of the government. What next? What are we going to do after saying that we don't want people always dying, child, women, men. They are our brothers. It's very paining to see children here in this town in Douala without men. Yesterday I saw babies born after raped. Les femmes ont été violées. On a des enfants, on a des orphelins, on a des veuves, on a la liste est tellement longue. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas pour qu'on tue des citoyens camerounais. Je ne suis pas pour. Ok, on doit soutenir le gouvernement. D'accord. On vous soutient. Arrêtez, partez donc de là. Peut-être si vous partez de là, ils arrêteront aussi. Parce que s'il n'y a personne en face, personne ne tirera.
Aussi, si on n'a pas une personne sur qui on va tirer, on ne tirera pas. Il faudrait qu'une personne, et c'est le gouvernement qui est garant, malheureusement, on ne pourra se tourner que vers le parent qui est censé payer la scolarité des enfants. C'est le père qui doit payer l'école des enfants. Le gouvernement dit que si le père ne paye pas, demandez au voisin. Non, on ne peut pas. C'est pourquoi... Il dit que je ne paye pas pour ta scolarité, donc demande au voisin De payer. Demande aux voisins de payer ta scolarité. Non, il y a beaucoup de cynisme dans cette affaire et on continue à le dire. C'est pourquoi la réalité, c'est qu'on est en train de vouloir, et nous trouvons ça malsain, que des Camerounais qui ont un cœur profitent, instrumentalisent le deuil de Camerounais pour aller sur le terrain de la polémique, parce qu'ils estiment que les ONG comme Human Rights Watch ont rapporté les événements comme ceux de Gbagbo et ne rapportent pas ceux de Galim ou de, je dis, à un moment donné, quand même, dans un pays, les gens doivent comprendre au moins ce qu'ils font. Il y a une banalisation de ce qui se passe. Mais qu'ils étaient... il n'y a pas seulement une banalisation. Il n'y a pas seulement... Il y a une instrumentalisation à des fins inavouées, à des fins ténébreuses. Parce qu'on est clairement là dans une affaire où vous avez un gouvernement qui a tous les pouvoirs. Tout à l'heure, nous parlons de la séparation des pouvoirs. Vous voyez qu'au moins dans ce pays, on ne dira pas qu'une personne n'a pas de pouvoir. Vous avez un gouvernement qui a tous les pouvoirs, qui peut les utiliser comme il peut, comme il veut. Mais malheureusement, voilà une crise qui perdure 4 ans. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dans cette affaire, il nous souvient que depuis quelque temps, on disait que la guerre était terminée et que tout s'améliorait et que tout allait bien. Non, je mais dis qu'à un moment donné, aussi quand même, que le rendement médiatique pour nous montrer que la guerre est terminée s'est arrêté. Maintenant, le rendement médiatique et autres communiqués, c'est pour nous montrer qu'il continue et que c'est les autres qui continuent à faire des... Ce que vous ne voyez pas, c'est que cette guerre est en train de passer à un cran supérieur. Avant, il terrorisait les populations. Désormais, il s'attaque aux brigades, au commissariat, simultanément. Il prélève des armes, il récupère des armes, il récupère des munitions, il récupère des grenades, il récupère... Donc, ils vident de leur substance. Alors, ça suppose qu'ils sont en train de monter en grade. Regardez là, à Bamenda, ce qu'ils ont fait, cette explosion. Ça veut dire qu'ils utilisent déjà un matériel. Mais comment ils ont réussi à avoir un matériel Je vous dis que c'est en train de prendre un grade. Il faut se rendre compte. Maintenant, moi, je peux dire une chose, c'est que moi, j'ai peur. J'ai peur qu'à tout moment, ça peut nous surprendre. On doit laver tous les délestages. J'ai peur que ça peut être en Banga. J'ai peur que ça peut être à Lomé. J'ai peur, oui. Parce que là, maintenant, monsieur Rifopoussi, on est à l'heure actuelle dans la symétrie. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la zone de Galim? Que vont-ils en faire? Est-ce qu'ils sont traqués? Parce qu'on dit qu'ils sont allés, on les voit jusqu'à Bambalan. On dit qu'à ce qu'il paraît, ils se sont repliés dans leur base de Bambalan. D'après ce qui est dit sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer tout cela? Qu'est-ce qui va? Parce qu'on sait que l'armée aussi a été dotée d'armes assez sophistiquées, monsieur Rifopoussi, puisque ces gars utilisent le 24 heures. Vous savez ce qu'on appelle le 24 heures, le 72 heures, monsieur Rifopoussi? C'est des gars qui utilisent des produits. Si on tire sur vous, ça ne perce pas. Il fallait des armes sophistiquées. Ils vont prendre ça au Ghana. Alors, ils vont prendre ça au Ghana, bien sûr. Tout le monde sait que c'est au Ghana qu'on prend ça. Je ne trahis pas un secret que de dire ça à Bombok. On sait que les Ghanéens sont spécialistes dans ces affaires de 24 heures, 72 heures. On va, Karine, poursuivre cette revue des réseaux sociaux. Oui, on parle du samedi 7 mars encore, du décès de l'homme politique, le docteur Adamou Damdjoya, des suites de maladie à l'âge de 78 ans. Candidat aux élections présidentielles de 1992, 2004, 2011 et 2018, sous la bannière de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, créée en 1991. On rappelle qu'en 1977, il a été ministre de l'Éducation nationale. En 1980, il est ministre délégué à la présidence chargée de l'inspection générale, un poste que des gens ont traité d'ingrat. Et en 1975 aussi, on se rappelle qu'il a écrit le livre Prières et chants des louanges à Dieu, 1976 aussi, le Cameroun dans les relations internationales. Il est maire de Fumban de 1996 à 2020, où il est remplacé par Hermine Patricia Tomaïno Damdjoya, son épouse. Bon, pas très sûr parce qu'elle va devoir choisir entre le poste de députation. Elle a déjà choisi la mairie, elle a cédé le poste de députation.
Ah, et pourtant, elle a fait un déjeuner avant-hier. Bon, bref. Avant-hier, c'était le même. Avant-hier, oui, elle a fait un déjeuner avant-hier. Avant-hier. Parce que dans leur texte, ils disent Oui. quand on fait 2 mandats à l'Assemblée nationale, on cède le poste. C'est d'ailleurs pour cette raison que son mari, défunt, lui avait cédé le poste. D'accord. Donc, bon, est-ce que c'est important que nous fassions cette fixation sur le département du Noun? Parce qu'en réalité, c'est ça qui ressort. Hein, parce que Adamou Ndamjoua, il faut quand même le dire, a une dimension nationale et même internationale. Mais malheureusement, on le réduit d'ailleurs à son département d'origine. Certes, on vient tous de quelque part. On ne peut pas le nier, ça. On vient tous de quelque part, mais on a le sentiment que malheureusement, c'est un gâchis de l'avoir confiné dans son Noun là-bas. Oui, absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la chronique de Charles Hamel. C'est-à-dire que nous vivons encore les séquelles de l'administration coloniale française. Malheureusement, si on ne liquide pas cet héritage colonial, ça va prendre jusqu'à au moins la 6e, 8e génération. Et c'est malheureux. C'est malheureux qu'un président d'un parti national meure, qui a des députés de 92 jusqu'à aujourd'hui, qui a des mairies jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, lorsqu'il est candidat à l'élection présidentielle, il a le suffrage partout. Et on dit, le Noun pleure son. On peut peut-être le dire. Son enfant prodige. Voilà, on peut peut-être le dire pour le sultan, bien qu'il est. Mais parce que précisément, lui, il a choisi d'être sultan, le roi de Bamoun. Donc, il peut être premier ministre. Mais même là, on peut dire, mais pour Ndamjoya, non, on ne peut pas. Donc, c'est une entorse. Mais malheureusement, nous cheminons ça. C'est le fils prodige du Cameroun et pas du Noun. Ça. Et il est même, j'allais dire, le prototype de ce qu'on appelle formation par alternance. C'est-à-dire, là, monsieur, il est encore à l'université. On l'envoie faire des stages partout. Il vient au ministère des Affaires étrangères, comme on l'appelait à l'époque, en 69. Il rentre à l'école. Il revient, on le nomme dans les représentations diplomatiques, il revient encore à l'école. Donc, lui, il alternait entre l'école, la faculté et, j'allais dire, le travail de fonctionnaire, d'abord au Cameroun et même à l'international. Il a cheminé comme ça jusqu'à la création de l'Institut des relations internationales du Cameroun en 1972. Et c'est d'ailleurs lui qui a été le premier directeur. Parce que là, on a compris la nécessité d'avoir fait tous ces stages-là. Et lorsqu'il arrive à l'éducation, voilà ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que nous marchons par la tête, c'est précisément parce que nous avons refusé de suivre les orientations de Ndamjoya. Et son parti, je pense que ce qu'il a fait à l'éducation, c'est ce qu'il a traduit dans son parti. Vous avez entendu parler de l'éthique. Mais bon, nous les indigènes, on ne comprenait pas trop ce que ça veut dire. Mais on se rappelait quand même que c'est lui qui avait instauré la morale. Bon, mais comme on nous disait que la morale c'est l'éthique, bon, on a dit, voilà donc un monsieur qui est resté constant de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Il est resté constant dans les règles d'éthique, dans la morale, dans la rigueur. Parce que vous voulez donc un homme rigoureux, voici un que nous venons de perdre aujourd'hui. Un mot, Chalamel, sur la mémoire du docteur Adamou Ndamjoya. Bien, qu'est-ce qu'on va dire, M. Eric Fopoussi? On va dire que le Noun pleure, c'est normal. Que le Noun pleure, Adamou Ndamjoya. De la même façon qu'on a parlé pourquoi le Cameroun ne le pleure pas? Vous avez, on a accepté au Cameroun la régionalisation des partis. Comme on dit aujourd'hui que le MRC c'est le Baham, de la même manière on dit que le RDPC c'est le Boulou, de la même manière on dit que l'UDC c'est le Bamoun. C'est ça, c'est un fait du Cameroun. Personne n'a inventé. On a régionalisé, quand on dit le SDF, on dit c'est les Anglo-Bami. Vous vous rappelez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les gens qui ont tenu cette expression sont encore les sont vivants et jamais ne s'en ont excusé d'un temps soit peu de tout ce qu'ils ont eu à dire sur l'ensemble des partis. Pourtant, un parti politique se veut national parce qu'il a ses implémentations. Ils ont l'implantation qui est nationale. Donc, voilà, donc on se retrouve à ceci que vous ne soyez surpris qu'on a titré le Noun perd son fils, alors que ça devait être le contraire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, c'est quand même lui qui a amené cette malchance qu'on appelle au Cameroun le probatoire. C'est lui l'instigateur du probatoire au Cameroun.
Le probatoire qui a bloqué beaucoup d'enfants, permettez-moi cette expression, parce que depuis plus de 30 ans, il y a des pays qui n'utilisent plus le probatoire, comme le Sénégal. Après la première, vous pouvez vous permettre d'aller, avec le bac A, d'aller faire des études de médecine au Sénégal et tout. Je crois que ce probatoire continue de gêner. À une certaine période, on avait dit qu'on devait retirer littéralement le probatoire. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas vraiment qu'avec sa mort, on retire le probatoire pour permettre aux jeunes d'avancer. Premier point. Autre chose, monsieur on ne termine pas. Autre chose, c'est ça qui a mené la colle. C'est un débat. Probatoire, c'est un débat. Oui. Bon, je le dis parce qu'il faut reconnaître le mérite. C'est lui qui a amené, c'est lui le concepteur, c'est lui qui a amené le probatoire. Je veux dire que ce n'est pas un problème non plus. C'est lui qui a mis sur pied. Non, c'est pas un diplôme. Non, il a simplement converti ça là. C'est pas un diplôme. C'est pas un diplôme. Ceux qui allaient, ils faisaient la première partie du bac. Bon. Il a juste équilibré en apportant ça. Bon, sauf que ce n'est pas un diplôme. C'est un débat qu'on peut avoir, Ce n'est pas un diplôme. Il n'y a aucun diplôme au Cameroun qu'on passe avec le probatoire. Aucun. Donc je dis, il faudrait qu'on revoie. L'autre chose, vous m'avez demandé mon avis, monsieur Eric Fopoussi, c'est la colle. Quand même, je peux dire que la colle a eu ce mérite. Là, je lui reconnais cela avec la colle. Sous son air, les 5 sur 20, les histoires de 8 et demi, 8 forts qu'on donnait aux gens aux examens. Les délibérations. Les délibérations à 8, non, ça ne passait pas sous l'Indam Joya. Je peux lui reconnaître ça parce que c'est cette rigueur qu'il a su impulser, qui a mené. Je crois qu'aujourd'hui on le garde parce que, sans vous mentir, nous on a tenu, moi j'ai eu mon examen sous Ndam Joya, ça je peux même faire une photographie. D'ailleurs, beaucoup vous disent que j'ai un bac Ndam Joya. Oui, je dis Ndam, oui, je vous dis. Et ils s'en vantent. Non, je dis j'ai un diplôme. J'ai un bac Ndam Joya et ils s'en vantent. Il faut le dire parce que de passer par n'importe qui, si vous n'étiez pas brillant, et je peux vous rassurer que lorsqu'on faisait toutes les épreuves, Ndam Joya, pendant les examens, il faisait le tour de tous les centres d'examen pour se rassurer personnellement. Il a enlevé la casquette de ministre. Bon, on peut lui retirer. On peut lui reconnaître cette valeur et lui tirer un grand coup de chapeau, monsieur Fopoussi. Et reconnaître, et j'apprécie ça, j'aimerais lui donner cela comme conseil, que les gens s'inspirent de sa mort. Il est mort en héros, en homme brave, dans le silence. Vous avez vu depuis 2018, il n'apparaissait plus. Il faisait de brèves apparitions, il disparaissait. Vraiment, on dit, il est mort, comme le proverbe Bamoun le dit, jamais il n'aura plus faim, jamais il n'aura plus de problème. Dominique Audrey, un mot également sur Adamou Ndam Djoya. Oui, heureusement, bon, pas heureusement pour dire que heureusement qu'il est mort, mais heureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes découvrent, comme moi aussi, qu'il y a eu un bac Ndam Djoya, ce qui fait qu'on a envie de se poser des questions sur les nôtres. On a envie de se poser des questions sur les nôtres. Et malheureusement, il n'aura pas fait long feu à ce poste de Le bac, on passait par 10, c'était 11 ou 12. Malheureusement. Mais je pense qu'on pourrait revenir à ça. Quel est donc le ministre qui pourra reprendre ce qu'il a laissé à ce niveau-là pour qu'on soit sûr d'avoir des bacs forts. Malheureusement, non, ça c'est à l'époque d'Aïdjo. À l'époque, ça est-ce que c'était bien, non? Non, mais il y a... Qu'on n'ait pas les 9 forts, non, mais les 9 qui menacent 10. La gouvernance est complètement différente. Hein, que ce soit, faut pas qu'on se leurre. Mais on pourrait, au niveau sur le plan éducatif, avoir des personnes rigoureuses. Rigoureuses comment? Comme lui, qui exigeait, bon, je vais dire qu'il y avait un certain contrôle, parce qu'aujourd'hui on entend quand même 5 on prend. Vous pensez que ceux qui sont pas rigoureux? Je pense pas. Hein? Je ne pense pas. On a eu les ministres qui ont, je ne pense pas. Sous le règne du qui l'eau coulait. Voilà, l'eau du bac, l'eau et tout. Donc vraiment, j'espère bon, c'est systémique. Hein. Que dans son... Je veux dire que c'est systémique. Je veux dire que je veux dire que c'est systémique. Il y a beaucoup de ministres de l'époque à Aïdjo que si vous reprenez ce qu'ils ont apporté, c'est des ministres qui ont fait des grandes choses. Hein, c'est vraiment, il faut bien qu'on soit d'accord. C'est un problème de système. C'est-à-dire que... C'est pas un problème de personne. Voilà. On va rapidement terminer. Bon, je vais quand même vous entendre sur l'avenir de l'UDC. Il y aura des batailles succession. Oui, il y en a même déjà. Oui. Parce que la presse a titré Tamwano ou Sambaka et beaucoup, et c'est ça qui n'est pas bien non plus. Et ça relève de l'immaturité politique. On estime que si Madame Tamwano Damjoa devient présidente, ce ne serait pas bien. Or, en Côte d'Ivoire, le problème où Simone Gbagbo pourrait devenir, ou Madame Obama pourrait devenir, ou Winnie Mandela pourrait devenir, là, ça paraissait Hillary Clinton. Ou Hillary Clinton. Donc, oui. Mais ici, ça commence alors qu'elle est militante, et elle a fait ses classes. Donc, s'il arrive
qu'elle prenne le parti, la tête du parti, ça ne me gênerait pas. S'il arrive que ce soit Sambaka ou quelqu'un d'autre, ça ne me gênerait pas. Elle est charismatique de toute façon. En tout cas, on verra très bien comment tout cela se joue entre Fumban et Douala. Madame, monsieur, on va tout de suite rapidement terminer cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, on parle cette fois-ci de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes au Cameroun. On a eu des mouvements qui ont manifesté hier. Le mouvement Stand Up for Cameroun a assisté avec ses alliés, Maître Michel Doki, Maître Tchakounté, Maître Alice Com en noir, qui ont défilé dans les rues de Douala en black. Et puis on a cette image du défilé dans les grandes places du Cameroun, habillés en tenue pour la circonstance. On a cette image qui dit 8 mars 2020 pour Florence Ayafor et les femmes victimes de la guerre au Nozo ambazonien, déposer les armes. On en revient encore à là. Est-ce une manière différente de célébrer cette journée, mais en donnant le même message? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Voilà, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci infiniment à vous, Karine Santia, pour ce relais. On va basculer au plateau B avec Constilamine. Constilamine, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ce matin, nous parlons encore une fois de plus de votre complément alimentaire. Vous savez très bien que la communication commerciale devrait revenir de temps en temps. Question d'informer et de rappeler ce qui nous regarde au quotidien. Alors ce matin, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire que voici. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules. Alors comment ça se consomme le Von Bio Oméga 3? C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, le Von Bio Oméga 3 se prend une gélule par jour pendant le repas et n'empêche pas la prise des autres médicaments. Donc pour ceux qui prennent déjà les médicaments prescrits par les médecins, bien entendu, on n'a pas besoin de les mettre de côté. On associe à ces médicaments le Von Bio Oméga 3 qui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, est un complément alimentaire. Parlant bien sûr des avantages de ce complément alimentaire, il faut rappeler qu'il permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont le problème de tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il permet d'assouplir nos articulations. Il permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. Oui, bien entendu, donc c'est que le problème de bonne humeur, je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3, à ne pas confondre, bien entendu, avec d'autres, c'est-à-dire d'autres compléments alimentaires. C'est un complément alimentaire unique en son genre. C'est l'Oméga 3, encore appelé huile de poisson, fish oil. Il coûte bel et bien la somme de 5500 francs. C'est bien sûr du côté du magasin 1001 Tapis, en face du Palais d'Ika. C'est à Aqua, en plein cœur de Douala, à l'entrée de la rue Mermoz. Je rappelle également que nous faisons des livraisons à domicile, également dans les autres villes du Cameroun et d'autres pays africains et même européens, bien entendu. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également de ce lait de toilette. Votre peau, elle est délicate, chers diabétiques. Votre peau, elle est fragile. Alors, les laboratoires Cedorex ont mis sur le marché mondial depuis pratiquement plusieurs années un lait de toilette pour diabétiques, Von Bio Lotion. Oui, Von Bio Lotion, que vous retrouverez bien entendu toujours au magasin 1001 Tapis avec le soutien du concept Salaka au prix de 6 000 francs. Votre boîte de Von Bio Lotion, c'est un lait de toilette qui permet d'embellir, de nourrir et de protéger la peau des diabétiques. C'est 6 000 francs votre lait de toilette. On parle également d'autres Von Bio tels que le Von Bio Gastro, le Von Bio Détox. Alors je le conseille bien entendu à tous nos téléspectateurs. C'est important de se désintoxiquer l'organisme de temps en temps. Et pour le faire, vous avez un complément alimentaire, à savoir le Von Bio Détox. On a également le Von Bio Libido. Pour ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, alors je vous conseille bel et bien le Von Bio Libido, qui est également un autre complément alimentaire qui viendrait apporter un plus au niveau de votre libido. On a également le Von Bio Détresse, c'est-à-dire le Von Bio Sleep,
Le Bambio Stress également, il faut le rappeler. Donc, tous ces compléments alimentaires sont en vente du côté du magasin Milan Tapi grâce au concept Salaka. Le magasin, je le rappelle, c'est en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander un article au concept Salaka, il suffira tout simplement de nous appeler à un numéro de téléphone et de passer votre commande. Faire des achats, c'est bien, mais les faire, bien entendu, dans un magasin crédible et surtout avec un concept qui a une crédibilité, c'est encore mieux. Donc, merci et surtout, très bonne journée à tous les téléspectateurs de cette émission. Surtout, merci à tous les clients du concept Salaka. Merci Constilamine. Madame, Monsieur, la suite de cette émission avec interpellation. On va regarder l'élément et ensuite commentaire sur le plateau. Mon souci, c'est d'encadrer les Camerounais et nous sommes les femmes Bayam du marché Dakar. Il faut qu'on nous aménage parce que quand on ne nous aménage pas, ça fait problème. Parce que nous, tout le temps, on nous bouscule au marché, de gauche à droite. Et alors que si l'État devait trouver un site pour nous, que nous vendons sur le goudron, ça pouvait aussi nous arranger. Et de s'occuper aussi de nos enfants qui sont un peu de partout aussi. Nos enfants qui marchent aussi de gauche à droite et que nous sommes les femmes, nous sommes les souffreuses au Camerounais. Normalement, nous les femmes camerounaises, on ne devait pas souffrir dans la vie et dans notre pays. Alors, bon, Bégan, cette Camerounaise qui, évidemment, fait des propositions, est-ce qu'on peut accepter ça? Parce qu'après, il faut aussi voir. Hein. C'est ce qu'il faut accepter, puisque c'est ça la voie. En réalité, les femmes qui défilent là, oui, elles nous perdent. L'Afrique est derrière parce que la femme a refusé de jouer son rôle. On l'a trompée en lui disant qu'il faut se placer à côté de l'homme, il faut rester devant. Maintenant, elle commence à parler. C'est la femme qui tient l'économie. Je souhaite que les économistes africains commencent à élaborer les théories économiques africaines. Et vous allez vous rendre compte que c'est la femme qui est au centre. Et c'est la femme qui réfléchit, l'homme rend public. C'est elle qui organise. Et l'homme taira seulement, c'est la femme qui organise. Donc, et précisément parce que nous avons laissé cela, hier la Société des Nations, aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies nous ont détruit. Et vous entendez les femmes dire droit. Nous, on n'a pas de problème de droit de la femme. Parce que depuis 1222, j'aime le dire, on dit, il est interdit d'offenser une femme, la mère, article 14. Allez lire. Et lorsqu'on initiait les deux, on les initiait par classe sociale. Et chaque classe sociale avait à déterminer, à élire un chef. Ça pouvait être une femme ou un homme. Et c'est comme ça qu'on a dit. Si vous regardez l'organisation sociétale des sociétés africaines, vous verrez que c'est la femme qui est au centre. Pourquoi n'a-t-on pas élaboré des théories économiques? On est venu nous mettre en prison. Aujourd'hui, on fait comprendre que même la femme africaine doit revendiquer ses droits. L'autonomisation des femmes. Ça, c'est des conneries inutiles. Je dis bien des conneries. Celles qui nous regardent là sont dirigeants partis politiques, chefs d'entreprise ici, même surtout celles qui sont à la Banque mondiale. Elles élaborent des théories, des choses qui n'ont rien à voir avec la femme africaine. Elle est la conceptrice de la société africaine. Amenez vos sociologues, anthropologues, juristes et économistes d'analyser très bien, vous verrez. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je le dis encore, qu'une Française comme Anne-Cécile Robert a commis un livre en 2005 aux éditions La Découverte. L'Afrique au secours de l'Occident. Mais il n'appartient pas. L'Afrique ne veut pas être l'Occident. L'Afrique veut être l'Afrique. Et c'est pour ça qu'en 1948, Cheikh Anta Diop qui a parlé pour la première fois des renaissances africaines dans la revue des tropiques, l'alerte sur les tropiques, il a parlé des renaissances africaines en mettant un accent particulier sur le rôle de la femme. D'accord. On va basculer au plateau B avec Constilamine. Constilamine, une fois de plus, c'est à vous.
Une fois de plus, c'est à moi, comme tu l'as si bien dit, cette fois-ci avec le correcteur de posture, encore appelé correcta de posta, en anglais, en français, by Consti Lamine. Correcta de posta, oui, c'est bien sûr votre jaquette qui, bien entendu, qui ne vous encombre pas, qui ne vous gêne pas, qui vous donne plutôt une élégance, c'est-à-dire qui vous rend de plus en plus très élégant. Alors, cette jaquette médicale que voici, elle permet bien entendu de prévenir le mal de dos, elle permet c'est-à-dire d'éliminer la douleur au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir, comme je l'ai si bien dit, du mal de dos. Il permet également d'éliminer la douleur au niveau des épaules, au niveau du cou. Donc c'est une jaquette médicale que je conseille bel et bien à tous les téléspectateurs de cette émission, à tous les clients du concept Salaka. C'est le correcteur de posture. Vous êtes conducteur, vous êtes secrétaire, quelle que soit la profession, faites les travaux durs, vous êtes une personne âgée, vous êtes un adolescent, vous êtes un adulte, alors je vous conseille bel et bien le correcteur de posture que je présente encore une fois de plus ce matin dans cette émission. C'est donc un élément de santé disponible en deux couleurs. Vous avez la couleur blanche et la couleur noire. Plusieurs tailles, bien entendu, notamment la taille L, la taille M, la taille XL, la taille double XL. Le correcteur de posture est important. Je vous le conseille, mon cher téléspectateur, les problèmes de douleur au niveau des épaules, douleur au niveau du cou, douleur au niveau du dos, la solution, c'est le correcteur de posture. Oui, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir. Ça se vend depuis plusieurs années aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans certains pays africains. Ça fait à peine moins de 3 mois que le concept de Salaka a eu, bien entendu, cet avantage de vendre les correcteurs de posture. Parce que vous avez été nombreux à appeler le concept de Salaka, à demander est-ce qu'il n'y a pas un élément pour les douleurs du dos. Le concept Salaka étant votre partenaire fidèle a donc décidé de signer un contrat avec une maison américaine et cette maison nous a fait confiance et nous a permis de vendre au Cameroun et dans certains pays africains le correcteur de posture que vous bien entendu à 10 000 francs. Je dis bien 10 000, c'est le prix de promotion. C'est un correcteur de posture neuf, un correcteur de posture d'origine. Il est avec garantie, vous l'avez à 10 000 francs, votre correcteur de posture. Alors, comment le porter? Il se porte comme une jaquette. Vous le porterez 3 à 4 fois par jour pour des séances de 40 à 45 minutes. Ne pas dormir avec le correcteur de posture, ça il faut le rappeler. Le correcteur de posture peut se porter au bureau, à la maison, au champ. Quel que soit l'endroit où on est, on peut porter son correcteur de posture. Mais à la condition, il ne faudrait pas dormir avec le correcteur de posture. Il se lave facilement comme un vêtement, mais avec quoi? On le lave avec un savon, pas avec le détergent. Donc voilà donc pour ce qui est des informations liées au correcteur de posture que vous retrouverez au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz au prix de 10 000 francs. Ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala, je vais toujours vous le rappeler, vous pouvez commander à travers nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Passez votre commande, donnez-nous tout simplement la taille de votre vêtement ou alors donnez-nous bien entendu le tout de rang, donnez-nous votre corpulence. Nous nous chargerons de vous, c'est-à-dire de vous livrer un correcteur de posture correspondant à votre corpulence. Le voilà, votre correcteur de posture. Una correcta de posta. Naïdis. Any man must get correcta de posta. Because the correcta de posta, when you do well anytime, it go make say, you no go get again douleur for dos. You no go get again douleur for neck. You no go get again douleur for épaule. Donc, any man must buy correcta de posta. Wherever you do, just call Concept Salaka and command it just now, il y a correcta de posta. We don't wait say when stock go finish and we come, where, no. Correcta de posta day again. Donc, any man must buy them. The price, now only 10,000 francs. This correcta de posta, you get 2 color. You get color white. You get color black. You get plenty tie. Donc, thank you plenty. And see you for magasin 1001 tapis. Na for Douala, Cameroon, oh, countryman. Thank you plenty. And not forget to correcta de posta na 10,000 francs only. Promotion price. Merci Consti Lamine pour ces indications commerciales. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci infiniment à vous d'avoir été là, comme vous le faites chaque matin, du lundi au vendredi. On se retrouve demain 10h, sûrement avec de nouveaux éléments sur ce qui se passe à Agalim, mais également dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun.